Les chansons de ma vie, après Patrick Bruel, Amir, Julien Clerc ou encore Pascal Obispo, l'invité de cette émission créée et animée par Frédéric Zeytoun sur Radio J et Frédéric Zeytoun. Frédéric Zeytoun, bonjour. Salut Nelou, vous imaginez pas ce que ça me fait d'être là, de ce côté-là de la table. Puis interviewé par vous quand même, C'est un pas la grand première honneur. fois, hein? Non, c'est pas la première fois, mais dans un cadre aussi avec un générique, avec une émission qu'on Mais connaît déjà. c'est votre émission. Moi, je suis plus ému beaucoup plus que d'habitude. C'est peut-être mon émission, mais c'est vous qui m'avez proposé de la faire. Et ça, voilà, il faut rendre à César ce qui lui appartient. Auteur, compositeur, écrivain, chroniqueur depuis plus de 20 ans à Télématin sur France 2, chroniqueur et intervieweur dans cette émission, Oui. comme je viens de le dire sur Radio J. Comédien, évidemment, chanteur. Jusque-là, j'ai tout bon? Comédien, j'ai trop de respect pour les comédiens pour me dire comédien. Ah, quand même, J'ai- on va j'ai- arriver j'ai quand fait le pitre, on j'ai fait le tourne pitre. 40 épisodes d'une série qui est la plus regardée de France. Excusez-moi, moi j'appelle ça un comédien, mais bon. Amateur, au sens étymologique du terme. Alors on va commencer, et par le commencement, c'est impossible de parler de tout ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu aujourd'hui, sans parler d'abord de vos parents. Mm. Votre naissance, 2 l'arrivée juillet où 61. et où? Tunis, et on s'aperçoit très vite qu'il y a un petit problème, il y a un petit retard à l'allumage. On va pas faire pleurer dans les chaumières. Bon, voilà, je suis né paraplégique, et en Tunisie en 61. Encore une fois, je veux surtout pas plomber l'ambiance parce que tout ça a quand même été extrêmement joyeux, extrêmement coloré. Tout ça sur fond d'odeurs d'épices et de parfums de jasmin. Très vite, on dit à mon papa que bon, ma maman est hors d'état de nuire parce qu'elle a mis 24 heures à me mettre au monde. En fait, il me demandait de pousser. Et pousser quand vous n'avez pas l'usage de vos jambes, ça donne une scène. Franchement, je pense qu'à la fin de l'accouchement, on devait être pas loin du climat des Monty Python. Vous voyez, ça devait être ça, d'après ce qu'on m'en a raconté. Et donc, très vite, on dit à mon papa que ben, peut-être que ce serait mieux qu'on me déclare pas. Et lui, non. Il pense que c'est pas du tout une bonne idée. Il me prend sous le bras et on arrive à Paris. J'ai 8 jours. Et il faut trouver un hôpital très très vite. Voilà, ça n'a rien de dramatique. C'est juste quelqu'un. Maman m'a donné la vie, papa m'a redonné la vie. Et on est arrivé donc. Une famille qui n'avait pas beaucoup de moyens. Non, enfin, c'était des honnêtes commerçants à Tunis. La France, pour eux, ils étaient venus en voyage de noces à l'Alhambra voir Maurice Chevalier en 1951. Paris, c'était comme nous partir aujourd'hui. Je dirais même pas New York parce que New York, on y va. Ce serait comme Thomas Pesquet partir dans la Lune. C'était vraiment un voyage lunaire à tous les sens du terme. Il se trouve que le frère de mon papa, donc mon oncle, était étudiant en médecine. Il connaissait un service d'orthopédie. Et voilà, donc je suis arrivé à l'hôpital Bretonneau et je suis devant vous aujourd'hui, donc ça prouve qu'il a bien fait de le faire. Voilà. Vous arrivez à Paris, vous faites des études, le lycée, comment ça se passe, l'adolescence? Pas terrible, pas terrible. Je la souhaite pas à mon pire ennemi. Mais toujours avec à la maison, je rentrais le soir parfois découragé. De ce que je vivais, surtout au collège. Le lycée, ça a été plus cool, mais le collège, de la sixième à la troisième, c'est l'adolescence. On peut pas demander à des adolescents qui eux-mêmes ne sont pas forcément bien dans leur tête et dans leur corps, d'accepter, d'intégrer dans la classe quelqu'un. J'étais à l'époque, on parle des années 70, j'étais vraiment le seul élève en situation de handicap dans le lycée que je fréquentais, dans la banlieue parisienne, à Aulnay-sous-Bois, le lycée CES Grosso, puis le lycée Jean Zay ensuite. Et c'est vrai que ça n'a pas été facile. C'est-à-dire que l'école de la vie a été... Mais encore une fois, il y a des tas de gens, et vous en savez quelque chose, Nelou. Parlez-nous de la conseillère d'éducation. La conseillère d'éducation était très sympa. Non, il y avait la conseillère d'éducation, il y avait le proviseur de ce lycée qui avait décidé une bonne fois pour toutes qu'il fallait que j'aille faire un cursus court. Il fallait que je je devais faire soit un CAP d'horloger, soit un CAP d'employé de bureau. J'ai rien contre les CAP d'employé de bureau. Il n'y a aucun mépris dans mon propos. Mais c'était pas un choix. Moi, j'avais des bonnes notes et je voulais faire des études. Et mes parents voulaient que je fasse des études. Et vous faites des études de droit, Oui. en master, rien que ça. Ensuite, vous travaillez dans la publicité. Ouais, Europe 1. Où vous réussissez très bien. Et c'est là où je vous rencontre d'ailleurs, si vous Exactement. vous souvenez bien. Et, mais en 1994, vous rejoignez l'équipe de Jacques Martin. Ça, c'est la rencontre de ma vie. Auteur et on dit parodiste. C'est ça. En fait, je rentre chez Jacques j'écrivais un livre sur les années 70. Je devais avoir un rendez-vous de 10 minutes avec lui, ça a duré 4 ans. Mais vraiment, ça s'est vraiment passé comme ça. Ce mec était fou.
Il avait des colères, mais c'était des tempêtes. Il était génial. Il avait un cœur démesuré. Et je rentre dans le bureau, il venait d'hurler, j'avais entendu pendant une demi-heure vociférer dans la salle d'attente, mais vraiment c'était épouvantable. Laurent Donc, Gérard venait de... déjà, ça met l'ambiance. Ça met l'ambiance. Je me souviens même être ressorti, être allé voir Babette Gage, qui était plus que l'assistante de Jacques, qui était comme sa maman, quoi. Et lui dire, vous savez, je crois que je vais revenir parce que là, je crois qu'il va pas être en état. J'entendais les chaises voler. Et puis, je sors de là, je vois un tout jeune monsieur que j'avais vu parce que mes parents regardaient l'émission Ainsi font font font. Un tout jeune imitateur qui s'appelle Laurent Gérard, qui me fait avec la main comme ça en passant, qui me fait, oh, bon courage, il est pas commode. Lui hurlait, dans 6 mois, tu ne seras plus rien. Tu m'entends? Dans 6 mois, tu me quittes. Dans 6 mois, tu ne seras plus rien. En fait, Laurent venait d'annoncer à Jacques que Virginie Lemoine et lui-même partaient sous d'autres cieux. Il partait rejoindre Michel Drucker. Je rentre dans le bureau, il me dit, j'ai 10 minutes à vous accorder, et c'est pourquoi. Et je lui dis, bah voilà, j'ai fait un bouquin sur les années 70, donc l'émission Le Petit Rapporteur. Au bout de 10 minutes, il commence à me parler de Torah, de psychanalyse, et je me dis, ce mec est fou. Mais vraiment, il est fou. Mais comment? Mais d'une culture Mais immense. d'une culture. Mais est-ce que vous connaissez Bereshit? Et je le regarde, et je me dis, là, ça y est, on est chez les oufs, quoi. Ça y est, c'est bon. Je dis, non, pas vraiment, Bereshit, non. Vous avez la Torah et vous ne la connaissez pas. Vous n'êtes vraiment pas un bon juif. Et ça part pendant 2 heures sur la psychanalyse. Et à la fin, il me dit, alors qu'il me racontait toutes ces emmerdes pendant 2 heures, je pensais pas que je pensais à un entretien d'embauche. Et puis, il me regarde avec le fond du gros, il me dit, ça doit pas être évident pour vous, la vie. Et je le regarde, je dis, vu ce que j'ai vécu, vu ce que j'ai vu cet après-midi de la vôtre, elle doit pas être évidente non plus. Non. Mais vraiment, mais ça s'est vraiment passé comme ça, je vous jure. Il éclate de rire, il me raccompagne à l'ascenseur, il y avait 25 marches en bas, je voulais pas qu'il me raccompagne en bas, et j'allais trouver quelqu'un pour m'aider à descendre. Il rouvre la porte du petit ascenseur, ça je le revois et je vous en parle, j'ai encore le... Et il me dit, on va se revoir très vite. Et je lui dis, ne vous inquiétez pas, les pages que j'écris sur vous, j'ai pris l'engagement de vous les faire relire auprès de votre secrétariat. Il me dit, les pages, vous pouvez écrire ce que vous voulez, j'en ai rien à foutre, mais vous, je veux vous revoir. Et 4 jours après, il me rappelait avec cette question-là, bonjour, j'ai une question à vous poser, vous ne réfléchissez pas, vous me répondez. Vous voulez venir travailler avec moi à la rentrée, oui ou non? Et alors, oui, mais pour faire quoi? Je vous ai dit, pas de question. Vous voulez venir? Mais je vous jure, comme ça. Comme dans... Incroyable. Et je lui dis, vous pouvez pas m'en dire, je vous ai posé une question, vous venez travailler avec moi, oui ou non? À la fin, mais comme on répondrait, bah oui. Bah oui, alors lundi, c'était un vendredi. Lundi, donc le lundi suivant, 8 jours après cette première rencontre, j'arrive. Il me dit, voilà, vous savez écrire, il me tutoie d'ailleurs très très vite, je sais que tu sais écrire des chansons, il savait que j'avais écrit pour Enrico Macias à l'époque, tu vas écrire des parodies, tu vas écrire des pubs, tu fais des pubs, et ben tu vas écrire des fausses pubs, on t'attend dans le bureau à côté, il y a un contrat. Là, je me dis, bon, ok, on continue à rêver. Je rentre, je vois Paul Cousin, paix à son âme, qui était l'âme damnée un peu de Jacques, qui me dit, bah, vous êtes sa nouvelle lubie. Vous savez, il a des lubies, il est fou. Hein. Vous savez, il est fou. Oui, vous êtes sa nouvelle lubie. Oh, son entourage, il te prévient. Il Voilà. vous prévient, en fait. Vous êtes sa nouvelle lubie. Bon, j'ai un contrat, 4000, ça va? Alors, je pensais que c'était par mois, en francs. Hein. J'ai dit, bah oui, très bien. Non, mais attendez, 4000 par émission. Voilà. Et puis, bon, bah, bien sûr, il sait pas ce que c'est qu'une maison d'édition, il sait rien. Vous gardez tous vos droits d'auteur, il vous laisse tout. Voilà. Et là, je me rends pas compte que je suis en train de changer ma vie, quoi. Et je signe ce papier, et ça a changé ma vie. Mais vraiment, vraiment, vraiment. Ce monsieur a changé ma vie. Il y a des gens, voilà, c'est aussi dingue que ça puisse paraître. Vous arrivez pour faire une On verra interview. qu'il y a 2, 3 autres dans Oui, votre mais vie qui lui, ont changé franchement, votre vie. les C'est le autres, premier. les autres ont été là parce qu'il était là avant. Je vous jure, il n'y a pas une semaine où je ne rends pas grâce dans ma tête et dans mon cœur à ce monsieur. Mais vraiment, il me dit, il faut que tu fasses de la télé, on va te voir en télé. Oui, tu es dans un petit fauteuil. Et alors? Mais c'était vraiment, c'est l'école des fans. Moi, je vais te mettre à l'antenne. Et il l'a fait. Et c'était en 1994. Le regard sur la différence n'était pas du tout celui qu'on a aujourd'hui, bien qu'il y ait encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et puis, on s'adressait surtout à une émission de seniors. Donc, il fallait voir des jeunes, des gens dynamiques. Il ne fallait pas rappeler aux gens qui étaient peut-être aussi en fauteuil roulant. Enfin, il fallait donner une image positive de tout ça. Et on l'a fait. Et lui, franchement, je ne sais pas où il est, mais vraiment, je souhaite qu'il ait enfin la vie qu'il méritait. Je ne crois pas que c'était un homme heureux, et je pense que dans son chemin d'éternité, j'espère au moins qu'il a trouvé ce bonheur. Et professionnellement, qu'est-ce qu'il vous a appris? Tout à écrire. C'était un mec, on arrivait le mardi. On devait donc parodier l'actualité. Vous chantiez une chanson, vous dérouliez votre texte, comme ça à plat, qu'on était 13 autour de lui. On était 12 autour de lui, 13 avec lui. Et il vous arrêtait, il disait, mon grand, dans ta chanson, là, la chanson sur Bernard Tapie. Bon, là, deuxième couplet, inverse la deuxième et la troisième phrase. Vous prenez vos papiers, tu me dis quoi là? Oui, tu auras un rire de plus.
Et vous vous exécutiez, et vous relisiez votre truc, et il y avait un rire de plus. Ça, c'était Jacques Martin. En plus, un vrai rédacteur en chef. C'est-à-dire que le mec savait choper chez les autres le talent. Et moi, j'ai souvent dit qu'il m'a donné du talent. Si j'en ai un petit peu, je lui dois vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui vous révélait à vous-même. Moi, j'osais pas rêver de ça. J'osais pas rêver de ça. J'osais pas. J'avais une vie agréable. J'écrivais des messages de pub. Je bossais un peu pour Télépoche. Je commençais à écrire des chansons pour les autres. Jusqu'au dernier jour, il faut que tu t'écrives quelque chose. Il faut que tu montes sur scène. Vraiment, ce mec avait ça en lui. C'est-à-dire qu'il était à la fois totalement égocentré, mais c'est un égo incroyable. Mais en même temps, Généreux. ce véritable altruisme d'aller vers les autres et de dire aux autres, tu as du talent et je vais te le prouver. Et franchement, et je l'ai vu faire, on en a parlé 20 fois avec Laurent Gérard. Laurent, quand il parle de Jacques, il a les larmes aux yeux. Et voilà, et je suis pas loin de les avoir non plus, parce que vraiment, c'est vraiment quelqu'un qui nous a tous donné quelque chose. La première chanson que vous avez choisie, c'est une chanson de Frédéric François. Oui. Oui. Alors, pas toi. Pour toi, Sincèrement, pour toi. Je Pour- la connaissais pas. C'est pas une des chansons les plus connues. Une phase B. Et c'est une phase B qui m'a valu ma première pelle. Vous savez, l'appel, Ah oui, je vois pas très l'appel bien, à la parce que- plage, quoi. Oui, j'ai compris ce que t'avais J'étais dit. fan de Frédéric François quand j'étais petit, mais fan. Et j'avais 8-9 ans, je dormais avec son poster au-dessus de ma tête. Et je sais pas pourquoi, il symbolisait pour moi, il incarnait la réussite possible. Je me disais, un jour, Parce que je cherchais la chanson, j'ai regardé les paroles, je me suis dit, mais je connais Frédéric, il a un goût pour les paroles. Les paroles de cette chanson, franchement. années 72, c'était des chansons... 78. Non, pour toi, c'était 72. 72. C'était la phase B de Quand vient le soir, on se retrouve. Oula, ok. C'était une phase B. Et je suis en colonie de vacances. Et il y a une soirée, il y a des veillées avec un orchestre amateur. On est en Alsace. Et on demande aux vacanciers, aux jeunes que nous étions, aux gamins que nous étions, qui a envie de chanter. Et moi, je connaissais tout Frédéric François, puisqu'il incarnait, pour moi, c'était le modèle de la réussite sociale. Et du fait que je pouvais m'en sortir un jour. Donc, je chante pour toi. Et là, il y a une grande fille de 14 ans, moi j'avais 9 ans, qui me chope contre le mur. C'était un préau d'école, qui me chope contre le mur et qui me roule ma première pelle. 20 ans plus tard, 30 ans plus tard, je raconte ça à Frédéric François, en plateau de télévision. Il éclate de rire, on devient potes, et ça fait 21 ans qu'on écrit des chansons ensemble. On écoute Pour Frédéric François, pour toi. Cette chanson n'a pas changé que votre vie. Non, elle a changé le destin alors de deux immenses, les Lennon McCartney français, Woolsey et Souchon. Et je vais vous expliquer pourquoi. C'est très simple. Ça, je le tiens et de Laurent Woolsey et de Alain Souchon. Alain Souchon a 30 ans. Sa belle famille, il attend son premier enfant. Il est marié avec une femme qui a des parents universitaires. Et à 30 ans, quand vous dites à vos beaux-parents je vais faire chanteur et que vous n'êtes rien du tout, ils vous regardent quand même en disant ma fille, elle n'a pas épousé un bon parti. Et donc, il se dit un jour, un matin, en se levant, il se dit allez, ça y est, j'arrête de chanter mes conneries. Maintenant, je fais des chansons pour les gens qui marchent. Il prend le hit parade de l'époque, 72, numéro 1, Frédéric François. Et il écoute tout Frédéric François. Et il fait une chanson à la manière d'eux qui s'appelle L'amour 1830. Écoutez cette chanson, c'est une copie assez servile de Pour toi, avec un texte d'Alain Souchon, donc un vrai beau texte, mais L'amour 1830, et il l'envoie à Frédéric François, qui lui répond. Comme ils sont dans la même maison de disques, camarades de bureau, il lui dit écoutez, le texte, oui, est très bien, mais la musique, j'ai pas besoin de vous pour faire ça. D'ailleurs, ça ressemble étrangement à une de mes chansons. Il le savait, puisqu'il avait fait une chanson à la manière d'eux. Et à l'époque, il y a un jeune éditeur qui est déjà installé dans le métier, qui s'appelle Gérard Davoust, qui écoute cette chanson et qui dit ça, il y a un truc qui s'appelle La Rose d'Or d'Antibes. Cette chanson, elle est à la fois très bien écrite, très facile au niveau des harmonies, pour cause c'était pompé sur du Frédéric François, et il envoie Alain Souchon à la Rose d'Or d'Antibes, qui gagne avec cette chanson le Grand Prix du public. Et Laurent Voulzy maintenant dit à Frédéric François, tu sais, grâce à toi, j'ai pu faire des musiques de Souchon, parce que imagine si tu lui avais pris la chanson, moi j'étais mort et je n'existais pas. Donc en fait voilà, une chanson fait la carrière d'Alain Souchon, la carrière de Laurent Voulzy, et moi une pelle, voilà. 1997, vous publiez votre livre Toutes les chansons ont une histoire. Mm-hmm. Moi, je pense que c'est un tournant pour vous, ça a changé votre destin, ce livre, votre destin professionnel. Parce que à partir de là, vous avez eu une crédibilité qui vous a amené à la télé. Oui. Et c'est devenu un spectacle quelques 10-12 ans plus tard. Exactement, c'était ça, puisque le spectacle a été monté en 2009.
Et c'est ça, c'était exactement 12 ans plus tard. Bah, Et d'abord, l'idée est bonne, toutes les chansons ont une histoire. merci. Et d'ailleurs, la chronique que vous faites sur Radio J, c'est toutes les chansons ont une Exactement. histoire. Et puis alors, personne n'invente rien. François Jouffa sur Europe 1 avait fait ça des années avant moi. Mais c'est vrai que après ça a été beaucoup repris, mais avec mon éditeur, avec les éditions Ramsey, c'est Il y a eu Michel Lafon. plusieurs, ça a été réédité plusieurs fois. Oui, il y a eu toutes les chansons d'amour ont une histoire. C'est il y a devenu eu- un jeu aussi. C'est devenu un jeu aussi. Il manque les pins et les t-shirts. Je voulais vous en parler, Nélou. Donc, Télématin, Télématin, ça c'est encore une fois une chance et moi je garde de ça le fait qu'il faut jamais dire non quoi. Ce bouquin arrive sur le bureau de l'assistante de William Lémergie qui à l'époque Télématin est ouvert 360 jours sur 360 et donc l'été, et je l'ai su après puisque j'ai fait partie de cette famille et j'en fais toujours partie, l'été on rame, il faut toujours des chroniques d'été parce que les gens prennent des vacances quoi. Et ils cherchent quelqu'un pour l'été. et truc c'est un peu léger. un des seuls programmes qui ne fait pas de rediffusion pendant l'été. Exactement, où vraiment il y a du frais tous les matins. C'est du poisson frais tous les matins. Et il voit ce bouquin, il le lit, il m'appelle en me disant j'ai lu votre bouquin, c'est William Lémergie, j'ai lu votre bouquin, là, en fait je lui avais envoyé à lui, mais il était arrivé sur le bureau de son assistante. Ça me donne une petite idée, est-ce que vous pouvez venir me voir? On était le 30 juin, Jacques Martin, l'Empire était fermé, ça y est, c'était fini. Jacques avait fini avec une... il avait fait un AVC, donc on savait que l'Empire ne rouvrirait pas. On a même fini les émissions avec Jean-Claude Brialy pour le remplacer à la fin. Et puis il me dit voilà, j'ai un truc à vous proposer, c'est Bouche-Trou d'été. Et je lui dis mais moi je connaissais pas Télématin et je connaissais pas l'humour de William. Et je me dis Bouche-Trou d'été, mais j'en rêve, mais Bouche-Trou d'été, mais c'était mon rêve. Donc il se marre, il me dit non mais je vous assure, j'ai même un peu honte parce que c'est 8 dates, mais 8 dates qui vont sur les 2 mois. Ça veut dire que vous pouvez pas partir en vacances jusqu'au 25 août. Je dis mais qu'à cela ne tienne, moi le boulot je le prends. Et il me dit, bon, d'accord, vous êtes sûr? Je dis, oui, voilà. Et ces 8 dates sont devenues 23 ans. Mais donc, comme quoi, il ne faut jamais dire non. Il ne faut jamais dire non. Le boulot, c'est sacré. Mais je sais que c'est une philosophie que vous partagez aussi, Néo. Oui, je pense. Euh, pour cette émission, vous avez tourné peut-être des centaines. Vous savez combien de reportages vous avez Non. tourné? À raison d'une quarantaine par an, fois 20. Alors, la première année, je faisais pas de reportage, je faisais que raconter des histoires. Sur 22 ans, bah, faites 40 fois 22, ouais, 880, enfin 1000 reportages facile. Et vous savez une idée du nombre de kilomètres que vous avez fait pour cette émission? Plusieurs Parce fois, que plusieurs fois- combien de tournages plusieurs fois le à Tour de Marseille, France. à Grenoble, à Bordeaux, Plusieurs à fois le Tour de Londres? France, partout. En Israël pour aller rencontrer Paul Anka, aux États-Unis pour la première de Sister Act. Non, En Israël? en Tournage en Israël? Paul Anka, c'est ce que je disais. Alors, vous avez parlé tout à l'heure, le fauteuil n'a jamais été un frein. Non, jamais. C'est un frein dans le regard des autres. Mais pour moi, sincèrement, et là, c'est pas un frein. Honnêtement, c'est pas un frein. J'ai toujours pensé qu'on pouvait adapter les éléments à soi. Vous arrivez à la gare, il Là, faut c'est prendre le train. Oui, là, c'est un frein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, Il faut parler de ça. Non, mais bien évidemment qu'il faut parler de ça, et j'en parle et de plus en plus, et j'ai très envie de prendre la parole et de plus en plus là-dessus, parce que ça, c'est absolument honteux. Mais c'est pas le fauteuil qui est un frein. C'est un frein dans le regard des autres. Quand il y a une règle non dite à la SNCF qui dit que les personnes à mobilité réduite doivent arriver 30 minutes avant. Cette règle, j'ai jamais vu écrite nulle part. Hein. Mais admettons, je peux l'entendre, que c'est un jour de déconfinement, que tous les gens sont sortis, et que vous arrivez, malgré le fait d'être montré dans le taxi avec une grande marge d'avance, vous n'arrivez que avec 25 minutes d'avance à la gare, et que vous avez un employé modèle qui vous regarde, mais avec une espèce de regard sadique, et qui vous dit « Ah, 25 minutes d'avance, c'est pas 30 minutes !» Donc moi, je vous montrerai pas dans le train. Là, je pense que la violence ne règle rien, mais parfois, je vous assure, elle soulagerait. Honnêtement, là, ça me rend hystérique. Je disais ça avec la ministre, avec Madame la ministre, Madame la secrétaire d'État aux personnes handicapées que j'ai rencontrée la semaine dernière. Je lui disais, mais jusqu'à quand l'État va laisser, parce que en fait, ce n'est pas la SNCF, ce sont des sociétés à qui on sous-traite ça. Aéroport de Paris n'achemine pas les gens en situation de handicap dans l'avion. C'est un service à part. Jusqu'à quand on va sous-traiter ce travail-là à des sociétés maltraitantes ? Moi, je pose la question, parce que là, ça s'appelle de la maltraitance. La liberté d'aller et de venir, c'est une liberté essentielle, c'est une liberté qui est écrite dans la Constitution, qui est écrite dans les droits de l'homme. Pourquoi on nous met, nous, personnes en situation de handicap, à la merci, au bon vouloir de gens plus ou moins tarés? Parce que là, je pense qu'on peut vraiment parler de gens tarés.
vous qui êtes toujours content de tout ce qui se passe, pourquoi vous avez choisi cette chanson d'Alain Souchon dont on vient de parler tout à l'heure? Jamais content. Parce qu'à l'adolescence, j'étais pas content. Ah oui, d'accord. Mais dites-moi pourquoi. Cette chanson, je l'ai écoutée. Alors, je sais que j'avais des potes qui avaient l'album blanc des Beatles, et moi, j'avais l'album blanc d'Alain Souchon. Vous voyez, et trouver l'erreur. J'avais. Il n'y a pas d'erreur. Non, mais voilà, c'était comme ça. Non, mais voilà, j'étais pas du tout. Mon cousin Philippe Cohen-Solal, qui a fait une immense carrière, qui a été un des techniciens de Radio J au départ, et qui a fait une immense carrière ensuite avec Gotham Project. Lui, il désespérait, quoi. Il venait me voir en me faisant écouter du Higelin, en me disant, mais écoute ça, cigarette d'Higelin. Et moi, je lui faisais écouter Yves Duteil. Et je suis resté fidèle à Yves Duteil, et il est resté fidèle à Jacques Higelin. Et c'est vrai que, jamais content de Alain Souchon, il y avait une violence avec des mots d'enfant. À l'adolescence, ça me parlait. Dans cet album, il y avait Allô maman Bobo, il y avait 18 ans que j'étais à l'œil, il y avait des tas de chansons où ce mec arrivait avec des mots simples, avec une poésie du quotidien, à dire des choses que je n'arrivais pas à dire. Et vraiment, si j'ai eu envie d'écrire des chansons, en grande partie, c'est pas le seul, mais en grande partie, je le dois à ce disque-là, à cet album-là que j'écoutais jusqu'au vertige. Alain Souchon, jamais content sur Radio J. Frédéric Zeytoun, je m'adresse cette fois-ci à l'auteur de chansons. Vous avez écrit pour... Je ne veux pas citer tout le monde, vous inquiétez pas, parce que ça prend trop de temps, mais je cite quelques noms. Hugo Frey, Charles Dumont, Laurie, Frédéric François, bien sûr, depuis 20 ans. 75 chansons. 75 chansons. Oui. Le dernier album, c'est en entier. Oui. Smaïn, Laurent Gérard, le grand Charles, Chico et les Gypsies, Louis Bertignac, Antoine, Anicor, je m'arrête là. Alors, pour Charles, une toute petite précision. C'est Charles qui m'a fait l'honneur de mettre un de mes textes en musique. Vous avez écrit avec lui, c'est Oui. énorme. Il a écrit une musique sur votre texte. Deux en fait, sur deux chansons différentes. Mais lui, c'est... Voilà, c'est à part. C'est à part. De tous ces artistes, quelle a été la plus belle rencontre? Ne parlez pas de Charles. On parlera plus tard. D'accord. Parce que je sais qui est Charles Aznavour dans votre cœur. Franchement, il n'y a pas une... Alors, la rencontre la plus surprenante. Vous venez, vous pensez que vous allez rencontrer un monsieur bleu et en fait il est vert. Alors peut-être la rencontre la plus surprenante, pas tant sur l'image que j'avais de l'artiste, mais sur le fait qu'un jour je puisse écrire pour lui, tellement c'était un univers loin de ce que je défendais. C'est Bertignac, honnêtement, parce que pour moi, Bertignac, c'est les premières années de fac, c'est téléphone, c'est hygiaphone, c'est argent trop cher, et c'est pas votre univers habituel. C'est pas mon univers habituel. En revanche, j'avais écouté les albums qu'il avait fait tout seul, et je trouvais qu'il y avait toujours de très très jolis textes, qu'il y avait toujours un sens du mot. Je ne savais pas qui écrivait pour lui, je crois qu'il a souvent changé d'auteur. Je crois qu'il y avait Boris Bergman qui avait écrit le tout dernier album juste avant celui sur lequel il m'a fait l'amitié de me demander de collaborer. Et ça s'est fait de manière assez marrante parce qu'il me dit, écoute, moi je te connais en tant que journaliste et j'ai pas envie de me fâcher avec toi. C'était très clair. Tu me promets, moi je veux bien qu'on fasse un essai. J'ai une mélodie sur laquelle personne n'arrive à me mettre un texte. Il m'a donné, je l'ai encore dans mon sac, une clé USB en forme de guitare. Il me dit voilà, il y a une mélodie là-dessus. Écoute, tu me promets, hein, si je trouve ça à chier, je te le dirai, mais ça t'empêchera pas de faire des sujets sur moi. Hein. Je lui dis, mais attends, Louis, j'ai deux hémisphères, c'est là, essaye. Et donc il me donne cette mélodie, je lui renvoie un texte assez vite, ça m'avait bien inspiré. Et pendant 3 semaines, rien. Donc je me dis, bon, il ne veut pas me dire que c'est pas bien. Puis moi, je ne savais pas ce qu'il attendait. Et je me préparais pour aller jouer. Je jouais à l'époque l'histoire enchantée du petit juif à roulettes, le dimanche après-midi. Donc je m'apprêtais à partir et je vois Bertignac qui m'appelle. Il me dit, écoute, c'est pas mal. Je crois que je vais la garder. J'ai mis du temps à te répondre, mais franchement, c'est pas mal. Et du coup, on a embrayé là-dessus. On a fait 4 chansons ensemble. Et c'était vraiment pas quelqu'un, comme quoi tout est possible encore une fois. Et... c'est vrai qu'il a une attitude très rock. Il a des mélodies extrêmement inspirées par la variété anglo-saxonne. Mais on a trouvé sur quelques titres une espèce de mariage comme ça entre des textes plutôt classiques. C'est-à-dire que moi, j'ai pas changé ma façon d'écrire et lui n'a pas changé sa façon de composer. Mais les deux ensemble, ça a fait ça fonctionne bien. Un album très sympa. Alors, vous avez parlé tout à l'heure de Souchon. Est-ce qu'il y a un autre auteur oui. qui vous inspire?
Serge Lama, je peux vous en citer plein, hein. Lama, Un ou deux. Aznavour, mais vous m'avez dit que j'ai pas le droit d'en parler tout de suite. Bien sûr, Aznavour, Yves Duteil, Nicolas Perrac, beaucoup, beaucoup, beaucoup à l'adolescence. Herbert Pagani, énormément. Herbert Pagani. Alors justement, si je vous cite quelques artistes, Dites-moi. et vous me dites quelques mots, comme vous êtes une encyclopédie de la chanson française, Michel Berger. C'est magnifique. Et Michel Berger, vous savez, il y a des chansons, une fois qu'on en connaît l'histoire, on ne les écoute plus de la même façon. Pour me comprendre de Michel Berger, qui pour moi est un bijou de chanson, quand il parle du souffle de son frère qui dort, quand on sait comment ça s'est fini, que son frère était atteint de la mucoviscidose, que sa fille Pauline est décédée de la mucoviscidose, que lui-même était porteur d'une maladie génétique cardiaque, je trouve qu'il y a eu une élégance, une façon de dire les choses graves, avec une pudeur, avec une élégance qui pour moi n'a jamais été égalée à ce jour. Jean-Jacques Goldman. Le boss. C'est le boss. Enfin, c'est. Alors, et pire, moi, ce qui m'amuse chez Jean-Jacques Goldman, on parle toujours de ses musiques. Mais écoutez les textes de Jean-Jacques Goldman. Mais c'est magnifique. Mais tout pour y moi, est. il devrait être à l'Académie française. Mais- C'est un immense poète. Et puis, quel recul, quel humour. Il est venu il y a quelques 3-4 ans à la SACEM expliquer à tout un parterre, on buvait ses mots, on buvait ses paroles. Et effectivement, c'était plus le Jean-Jacques Goldman qu'on a C'était connu. très impressionnant de voir une salle où, si on avait compté les disques d'or dans cette salle, et les millions gagnés à la SACEM, et, Il y avait de quoi faire. et voir comment tout le monde, Le dans un silence total, buvait ses paroles. Les gens n'osaient pas lui poser des questions. C'était incroyable. C'est un moment de. Il y a un moment il y a un rare. respect dans le métier pour lui, je pense, unique. Mais parce qu'il est respectable et que c'est quelqu'un, quand vous lui écrivez que vous êtes en train d'écrire un bouquin, et je vous parle d'expérience, que vous lui envoyez un petit mail en disant je voudrais connaître l'histoire, il vous répond. Il vous répond. Je certifie que pour Radio J, pour les 20 ans de Radio J, je lui ai envoyé un fax. Il m'a répondu. Il est venu fêter les 20 ans avec nous à l'Olympia. À l'Olympia, c'était un moment unique, quoi. Et quand il est rentré sur scène et qu'il s'est mis au clavier, ouais, je vous en parle, on a encore, vous comme moi, la chair de poule. Mais voilà, donc c'est un type hors du commun, c'est un monsieur surdimensionné, avec en plus, moi, je le connais pas intimement, mais ce qui m'avait touché lors de cette masterclass, c'est l'humilité du mec, quoi. Quand il dit, attendez, s'il dit demain matin, je refais un disque et j'ouvre des locations, mais il remplit Bercy, il remplit le Stade de France Sans problème, en 2 bien sûr, jours. bien sûr. Le mec dit non, ça y est, je suis passé à autre chose. Et il est vraiment passé à autre chose. De temps en temps, là, j'ai travaillé Non, pour... il a dit, moi, quand je faisais des disques, j'écoutais tout ce qui sortait. Maintenant, ça ne m'intéresse plus d'écouter ce qui sort. Ça veut dire que je n'ai pas de disques à faire. Exactement. C'est Et incroyable. cette intelligence, et mieux encore, il est, même lorsqu'il refuse, et même des années après être parti, là j'ai travaillé pour un artiste qui sort son album ces jours-ci d'ailleurs, Mr. Matt, et Mr. Matt qui est... On en entendra parler de ce Mr. Matt, il s'appelle Mathieu Gilou, mais Mr. Matt, retenez son nom. Il a une voix incroyable, et il avait envie de demander à Jean-Jacques Goldman de lui faire un texte. Via son producteur, Fabrice Nataf, ils ont envoyé un message à Jean-Jacques Goldman, qui a répondu, j'ai lu la réponse. Je trouve la voix de ton artiste, il répond à Fabrice, absolument incroyable. Je l'ai vu à Taratata faire sa reprise de Georgia, c'est fabuleux. Malheureusement, je ne suis pas inspiré. Je ne fais que quelques chansons quand je renvoie des ascenseurs que je ne peux pas, dont je ne peux pas oublier que je dois les renvoyer. On sait, il travaille pour Patrick Fiori, pour quelques proches, et encore de moins en moins. Là, je n'ai pas la moelle pour le faire. Mais il a répondu. Il a répondu en vantant le mec, en lui disant avec la voix qu'il a, tu vas trouver du matériel. Enfin, en plus, généreux, quoi. Le mec, c'est un grand. Brassens. Brassens, alors, franchement, moi, pendant longtemps, j'étais pas dedans. Moi, c'était plutôt Brel, parce que je trouvais qu'il y avait un côté ne me quitte pas, ce visage qui ruisselait à la télévision, ça me touchait. Et ce monsieur j'avais l'impression qu'il se donnait pas. Et il a fallu un petit peu de temps. En fait, c'est quand vous êtes au collège que vous On le comprend plus tard. On le comprend et vous comprenez les dingues, c'est un immense mélodiste. Enfin, les harmonies, moi... Un immense harmoniste. Et un parolier d'une finesse, d'une auteur, intelligence. un poète. Alors après, bon, voilà, je sais qu'il y a des polémiques sur Brassens. C'est vrai que Les Deux Oncles n'est pas ma chanson préférée. L'oncle pétainiste et l'oncle gaulliste, les deux, bon, franchement, mourir pour des idées, mais de mort lente,
C'est pas ma chanson préférée non plus. Je pense que de temps en temps, heureusement qu'il y a des gens qui sont morts pour leurs Prêt à idées. mourir pour leurs Voilà, idées, tout à heureusement. fait. Donc ça, c'est voilà, c'est 2 petites mais pour le reste, enfin, qui on est pour parler de enfin, c'est juste immense, quoi. C'est une œuvre. Barbara? Barbara, encore une fois, il y a des gens, on ne les écoute pas de la même façon une fois qu'on connaît la vie. L'Aigle noir, moi, cette chanson m'a toujours terrorisé. C'est-à-dire que l'orgue, enfin, cet aigle noir qui est arrivé, quand on sait que c'est le symbole de son père incestueux qui venait toutes les nuits la maltraiter, cette chanson, je peux plus l'entendre de la même façon. Quelle, quelle souffrance, elle a fait de sa souffrance un art, quoi. Quel chemin de résilience. Et en parlant de Brassens, il semblerait que lorsqu'il l'a prise en première partie, une bonne première partie, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vous fait pas d'ombre, en vrai. Et elle, en 64, Brassens n'avait pas vraiment, s'était pas renouvelé, il faisait peut-être un bobino de trop, et il l'avait prise en première partie. C'est là d'ailleurs, en souvenir de ce soir, de cette soirée-là où le public lui a fait un triomphe, qu'elle a écrit Ma plus belle histoire d'amour. Il semblerait que Brassens, tout généreux qu'il fût, et il y en avait un petit peu gros sur la patate de cette petite brune qui, en première partie, était en train de tout rafler. Et Herbert Pagani. Herbert Pagani, c'est... Voilà. C'est con de dire qu'on a des modèles. Bon, bien sûr, Aznavour, ça, on va en parler tout à l'heure, mais en matière de fausse joie de vivre, je me reconnais complètement en lui. Je me reconnais, je ne suis pas, attendez, on remet les choses à leur place, Herbert Pagani, c'est un artiste immense. Moi, je vois ça de loin, avec beaucoup de respect, mais je me reconnais totalement dans cette fausse bonhomie, dans cette... Il y a un vrai côté chaleureux, il y a un vrai côté joyeux chez lui, et puis il y a des chansons qui vous bouleversent. Sérénade, moi, c'est une chanson qui me bouleverse. Bon, bien sûr, Plaidoyer pour ma terre, ça n'a Ma pas pris de rime. Méditerranée. Ma Méditerranée, Concerto pour Venise. Enfin bon, on peut s'en Bien sûr. citer. Je sais que vous êtes un L'amitié. expert. L'amitié, je l'aime bien, mais c'est C'est pas... d'une simplicité. Oui, c'est celui qui te tourne les pages Bien sûr. est dans un lit d'hôpital. C'est des phrases qui font mouche et avec une espèce de joie de vivre. La bonne franquette, vous voulez être sûr de passer une bonne soirée avec des potes, vous mettez la bonne franquette à un Eh moment. bien, on écoute la bonne franquette, c'est votre troisième choix. Frédéric Zetoun, maintenant, nous allons parler du comédien. Parce que vous dites que vous n'êtes pas un comédien. Oh, je suis pas- Mais quand même, il y a deux spectacles et un tour de chant Oui. qui est très scénarisé. Le premier déjà, toutes les chansons ont une histoire, Oui. comme le nom du livre, qui est en fait une histoire très poétique. Pour un type qui se dit moi je suis pas comédien, ça a fini quand même à l'Olympia. Oui, parce que, et là, c'est pas de la fausse modestie du tout. D'abord, ce spectacle, je l'ai coécrit avec Quentin Lamotta. C'était un livre que Vous j'avais étiez écrit. trois sur scène. Voilà. Et il y avait Laurent Connoir, que j'ai eu hier au téléphone d'ailleurs, et Laurent Connoir et Agnès Pat, qui, eux, étaient vraiment deux comédiens et deux chanteurs émérites. Et en fait, moi, j'étais un peu un passeur de plat entre deux. Il fallait leur talent. Et je dis, c'est vrai que l'histoire, je l'avais écrite avec Quentin, c'était mon livre que nous avions adapté, ça, voilà, je prends ma part du gâteau. Mais pour le reste, je parlais vite, j'étais maladroit, je n'étais jamais monté sur une scène avant. Il fallait leur métier et leur gentillesse pour tenir le spectacle. Mais moi je vous ai vu depuis les premières lectures Vous étiez là aux répétitions. jusqu'à même. l'Olympia et je vous ai vu progresser mais à une vitesse incroyable. Les premières répétitions, je me suis dit mais où il va, pourquoi il fait ça? C'est pas son truc de faire ça. Et le jour où vous étiez à l'Olympia, bon, bien avant bien sûr, mais c'était un spectacle, vous êtes un comédien. J'ai essayé de faire mon boulot proprement. Et puis après, j'ai eu la chance d'être mis en scène par Alain Sachs. Et là, effectivement... Ça, c'est Ensuite. On va en parler. Je voulais, avant de parler du petit juif à roulette, je voulais parler de Plus belle la vie. Encore une fois, je ne suis pas comédien. Vous jouez dans la série la plus regardée de la télévision française. Vous êtes pris pour 40 épisodes. J'étais pas très à l'aise. J'étais pas très à l'aise. Je jouais un rôle qui était un peu caricatural. En fait, ils avaient voulu... Je regrette rien du tout, et ce serait à refaire, je le referai. Mais quand je vois des copains, et c'est encore une fois, c'est pas de la fausse modestie, mais quand je vois des copains qui ont fait le conservatoire, qui savent tout jouer, qui peuvent vous jouer Shakespeare, Othello, Molière, enfin bon...
je me sens très, 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 très loin de ça. Là, on m'avait demandé de faire une caricature de mec en fauteuil roulant et l'idée, c'était plutôt sympa. Le point de départ était sympa, l'arrivée était beaucoup moins sympa. Ils voulaient pour une fois traiter le problème du handicap sous un angle un petit peu différent. Pas du tout le mec qu'on aime tous et qu'on aide, mais plutôt un type odieux. Et mon rôle était vraiment bien écrit. Là, pour être odieux, j'étais vraiment odieux. Bah, c'est un rôle de composition. Mais c'était monstrueux. Ma première réplique, Nelou, bon, on va pas faire de mystère pour nos auditeurs, on se connaît, on est amis, et plus qu'amis depuis maintenant 30 ans. Et vous connaissiez ma maman, vous imaginez la tête de ma maman qui n'est plus de ce monde. Le soir de la première diffusion, ma première réplique, je devais dire à une comédienne que je ne connaissais pas, j'étais dans la salle des profs et je lui demandais où se trouvaient les toilettes. Elle me disait, ben, je vais t'accompagner. Donc en prenant les poignées du fauteuil, et ma première réplique, mon premier fait d'armes, c'était de me retourner vers elle et lui dire, pourquoi tu veux me la tenir, chérie? Vous imaginez? C'était ça la première, pour bien planter le décor et dire que le mec était odieux. Vous imaginez la tête de ma pauvre maman qui m'appelle le soir en me disant, mais mon fils, tu es devenu fou, mais pourquoi tu l'insultes? Mais c'est grossier, arrête ça tout de suite. Voilà, c'était plus belle la vie. Et ensuite, Le Petit Juif à roulette, mise en scène Alain Sachs, quand même plusieurs Molières au compteur. Ouais. Combien de représentations? Là, je sais pas, 4 ans. On a tourné 4 années. 4 années, 3 salles parisiennes. Combien de spectacles rêvent de ça? Combien de comédiens sont sur scène pendant 4 ans avec une pièce et vous me dites, je ne suis pas comédien? Non, on va mais continuer, c'est pas grave. Je ne vais pas insister. Non. Je vais pas insister. Mettre le mot juif sur une affiche, Vous savez, qu'est-ce que ça veut dire? j'ai un ami qui s'appelle, même plus qu'un ami, qui s'appelle Nelou Cohn, qui m'a dit, mets le mot juif sur l'affiche. Je savais pas, j'hésitais. Moi, j'avais très envie de le mettre. Mets le mot juif sur l'affiche, c'est bien, ça va te porter chance. J'ai un ami comme ça qui, à chaque, parce que là, vous êtes en train de faire ma vie, mais à chaque fois, voilà, il faut dire les choses. Il y a des gens qui comptent dans votre vie, et voilà, moi, j'ai un ami qui s'appelle Nelou et qui, à chaque fois, me conseille et me dit des choses que j'écoute. Et effectivement, moi, je voyais pas le problème. Ensuite, effectivement, quand on a commencé à répéter, notamment au niveau de la production, il y a des gens qui m'ont dit, mais pourquoi tu mets le mot juif sur l'affiche? Parce que je suis juif, hein, ça me paraissait évident. Et effectivement, ça n'allait pas sous le sens pour plein de gens. Et on l'a laissé, ce mot juif, et je suis très content. Alors, il y a des villes où on n'est pas passé, parce qu'il y avait le mot juif. Il y a des villes où on n'est pas passé parce qu'il y avait roulette. C'est-à-dire qu'à la fois, handicapé et juif, ça fait beaucoup pour un seul homme. Moi, je l'ai porté, ce truc, je l'ai porté avec bonheur. Ce serait à refaire, je le referais de la même façon. C'était un magnifique spectacle. Hein. Bah, très, merci. très bien écrit. En plus, les musiques, d'ailleurs, il y a un album derrière. Coécrit avec François Despnous, hein, qui est un grand romancier aussi. Et quel est votre rapport avec le judaïsme? Je suis viscéralement juif. Je suis viscéralement pas pratiquant. Mon judaïsme, il est culturel. Il n'est pas cultuel, il est culturel. Je trouve que toutes les valeurs d'humanisme et d'humanité, si j'avais dû choisir une religion, ce serait celle-là. Voilà. Je ne la pratique pas à la lettre, loin de là. Je trouve que toutes les règles de vie qui font d'un homme un homme bien sont dans le judaïsme. Voilà, donc je me pose pas de questions. Maintenant, après, ça passe pas forcément par une présence à la synagogue, ça passe pas forcément par un respect de toutes les mitzvot qui constituent notre religion, mais ça passe surtout par des valeurs. Moi, il y a des choses qui me touchent plus que tout. Dans la religion juive, il ne faut jamais dire, si on aide quelqu'un, il ne faut jamais lui dire que l'argent qui lui a été amené vient de vous. Ça, pour moi, c'est une règle de base. Je ne savais pas que c'était dans le judaïsme. Il y a ne jamais faire rougir quelqu'un, ne jamais l'humilier en public. Ne jamais humilier quelqu'un. Pour moi, verser son sang. C'est une règle de base. Voilà. Je ne sais pas si ce que je donne à mon fils aujourd'hui, c'est une éducation juive, mais en tout cas, ce sont ces principes-là. Donc, je pense que c'est une éducation juive. Vous avez joué en Israël déjà? Oui, et on y repart bientôt. Vous repartez. Alors, c'est quoi Israël pour vous? C'est quoi la sensation quand voilà, vous arrivez à l'aéroport, vous sortez de l'aéroport, on est en famille, vous allez à Tel Aviv, à l'hôtel, qu'est-ce que vous faites? Je vais à la plage très vite. Je vais à la plage très vite parce que j'adore cette ville. Et j'aime cette ville aussi pour tout ce qu'elle a d'ouverture. C'est une ville qui respecte et accepte les minorités. C'est une ville. Moi, il y a 2 endroits comme ça. Il y a New York où je me sens pas en fauteuil roulant, et il y a Tel Aviv où le problème du fauteuil roulant a été une bonne fois pour toutes réglé. Honnêtement,
c'est Tel Aviv, vous vous baladez. Même à Neve Tzedek, il y a maintenant des choses dans le vieux Tel Aviv, il y a des choses qui ont été Aménagé. aménagées maintenant. Voilà, je me sens pas différent. Je me sens pas différent. On est tous singuliers, on est tous le différent de quelqu'un. Mais en tout cas, au niveau de l'accessibilité, j'apprécie beaucoup. Et donc, comme cette année, je vais pouvoir joindre l'utile à l'agréable, aller jouer à Zoa le 18 août et passer mes vacances en famille là-bas. Mais bien sûr que c'est un pays qui a une place à part dans mon cœur, ne serait-ce que par le fait, sans rentrer dans un discoursionniste, juste tellement de gens que j'aime qui vivent là-bas, quoi. Voilà. C'est un pays qu'on ne peut pas regarder comme un autre. Je m'attendais de votre part à un choix uniquement de chansons françaises, sachant Oui. tout ce que vous savez. Non, mais j'ai sur la voulu chanson faire française. intelligent un peu quand même. Et là, quatrième titre choisi, Simon and Garfunkel, Bridge over Troubled Waters. Un des plus beaux concerts que j'ai vus. Un des plus jolis concerts que j'ai vus. C'était à la Porte de Saint-Cloud. 1904. Alors, 81, c'était New York. 82, ils sont à Paris. Et ils sont à la Porte de Saint-Cloud. Ils sont à l'hippodrome de la Porte de Saint-Cloud. À l'hippodrome de la Porte d'Auteuil. Et je suis étudiant. J'y vais avec des potes, avec ma sœur, avec ma grande sœur, Martine. Et on se prend une gifle ce soir-là. Je connaissais El Condor Passage, je connaissais Bridge over Troubled Water. Mais là, les voir sur scène, la qualité du son, les harmonies de ces deux voix, mais c'est absolument Magique. c'est absolument magique. Et il y a des gens aussi, pourquoi j'ai choisi cette chanson, il y a des gens qu'il est urgent de ne jamais rencontrer. Il y a 2 ans, j'ai eu le plaisir d'interviewer Art Garfunkel. Et vous dire que ça a été un des plus gros salcons que j'ai rencontrés. Mais le mec était odieux. C'est-à-dire que moi, j'arrivais avec la bouche pleine de cœur. J'allais voir. Le mec a été odieux. Il était odieux avec tout le monde. Il était visiblement de très mauvaise humeur. À un moment, je lui ai posé une question qui était de notoriété publique, que cette chanson, il n'avait pas envie de la chanter. Je lui ai dit, est-il vrai, donc dans mon très mauvais anglais, que vous ne vouliez pas chanter cette chanson? Il m'a répondu, what a shit question. Et quelle question de merde. Et à la fin, j'ai quand même osé avec mon portable lui demander si je pouvais faire une photo. Il m'a dit I hate photography. Donc voilà. Donc du coup, vraiment, il est vraiment urgent de ne pas rencontrer certaines Mais ça personnes. me donne envie. On écoute ça. On écoute quand même. Frédéric Zeytoun, après l'auteur, le chroniqueur, le comédien, c'est au tour du chanteur. Ouais. 3 albums, Ouais. déjà. Mazel Tov. Merci. Le premier, c'était Le Petit Juif à roulettes. Oui, qui était en fait un produit dérivé de la pièce de Mais théâtre. qui a des magnifiques chansons. Merci. Il faut des chansons super, vraiment, qu'on diffuse sur Radio Je J sais. depuis. Et Radio J a toujours été fidèle, toujours là. Le second, c'était Duo en solitaire. Oui. Et là, moi, j'interprète ça comme une reconnaissance des artistes, des artistes incontournables de la scène francophone. J'ai eu beaucoup de chance. Ça veut dire, il y a Odelaf, il y a Sanseverino, Doc Gineco, Linda Lemay, Yves Duteuil, Michel Fugain, Enrico Macias, Manu Dibango et surtout, Charles Aznavour. et là, vous faites une chanson en duo avec Charles Aznavour que vous n'avez pas choisie par, je comprends, par modestie. Non, parce que pour moi, parce qu'on parle des chansons des autres dans cette émission. C'est une chanson, vous le savez très bien, que j'adore. J'adore ce texte, j'adore la mélodie. Et ce duo, il est juste magique. C'est une des plus belles chansons de la chanson française. Merci Nélou, merci beaucoup. Ça a été surtout un immense cadeau. J'ai la chance dans ma vie d'avoir une personne que j'aime comme un membre de ma famille, quoi. C'est Gérard Davoust. Gérard a été l'ami, l'associé, le seul associé d'ailleurs que Charles n'ait jamais eu, de Charles Aznavour durant 48 ans. Et Gérard Davoust, voilà, je pourrais vous en parler pendant des heures. Je lui dédie d'ailleurs une chanson dans mon dernier album. C'est un grand monsieur, c'est un vrai grand monsieur. Et je l'aime et il me fait l'amitié de me suivre depuis des années. Et un jour, je lui dis, tu sais, on jouait à l'Alhambra le dimanche soir, et puis il y avait de plus en plus de gens pour lesquels j'avais eu le bonheur d'écrire qui venaient chanter le dimanche soir avec nous. C'est Bruno Bongarçon qui m'accompagnait, c'est mon pote Bruno. Et puis donc il y a eu Gaufret, et puis il me dit, mais tu sais, tu devrais faire un album de duo. Et je lui dis, bon, ok, super, et on se lance là-dedans. Et puis à un moment, il me dit, je vais demander à Charles quand même. Charles avait 94 ans quand même, hein. C'était juste quelques mois avant qu'il ne s'envole.
Et Charles Aznavour, je vous jure que c'est vrai. Il avait refusé un duo avec John Bess parce qu'il était fatigué. Pas du tout parce qu'il adore. Il se sentait fatigué. Il dit écoutez, j'ai vraiment envie de faire plaisir à Fred. Vous venez dans le sud. Moi, je peux pas bouger. Et vous venez avec du matos pour enregistrer. Donc, avec Gérard Capaldi, qui réalise mes albums depuis toujours, nous sommes allés chez lui. Et ça reste un moment unique. C'était pendant les grèves. On a fait un Paris-Avignon. On avait deux trains. Un train très très tôt le matin, un train très très tard le soir. Gérard Davoust, 83 printemps, qui loue une voiture à Avignon et on va à Mauriès chez Charles. Et ce moment-là, je ne l'oublierai jamais. On arrive, c'est un monsieur qui a 94 ans, qui est habillé comme un dimanche, c'est-à-dire avec des chaussures de ville aux pieds. Enfin, c'est pas du tout un monsieur en train de se laisser aller. On arrive, il y a une enfilade de pièces comme ça. Il est au bout de la pièce avec des textes à la main et il est en train de trier ses chansons selon les pays. Alors ça, attendez ça, oui, ça c'est de l'italien. Il était en train, on aurait dit un gosse avec des billets de Monopoly, quoi. Il était en train de mettre des tas de ses textes par pays. Il dit, vous voyez, j'ai fait plusieurs campagnes, j'ai fait la campagne d'Italie, la campagne. Bon, ça c'était le début. Il me dit alors donc comme ça, vous voulez que je chante. J'ai dit, si vous voulez bien, cette chanson, elle a fait. Souvenez-vous, c'est un peu la vôtre quand même, hein, aussi. Et bon, d'accord. Alors, il lit le texte, il me dit, bon, les couplets, c'est votre histoire, je peux pas les chanter. Moi, je fais les refrains. Il s'est levé, Gérard lui a demandé s'il voulait chanter assis ou debout, 94 printemps. Hein. Il m'a dit, mais vous plaisantez, debout. Il a fait 3 prises. 3 prises, 3 refrains, 3 prises. Il m'a rendu le texte, il m'a dit, vous avez tout ce qu'il faut avec ça. Et on avait tout ce qu'il fallait. Pas 4 prises, 3 prises. Ça, c'est des moments rares dans une vie. Et je mythifie pas. Enfin, il y a eu un truc magique à ce moment-là. Et il a fait ces 3 refrains. Il s'est cassé le bras 2 jours après. Il est tombé chez lui, et il s'est cassé le bras. Il est revenu en septembre à Paris. Charles nous a quittés, je m'en rappellerai un 1er octobre. Le 5 ou 6 octobre, il était de passage à Paris. Et on lui a proposé de lui faire entendre cette chanson parce qu'il avait juste fait sa voix comme ça, une voix. Et puis il avait pas entendu. Il avait dit ben ouais, mais venez même avec une caméra. Comme ça, on va tourner des images. Et là, il y a un document unique quoi, où il écoute la chanson. Il me fait une masterclass. Il me dit pourquoi cette chanson est bien, pourquoi elle est pas bien, et pourquoi il a envie de la mettre en musique. Enfin, le mec a 94 ans. On avait l'impression qu'il était en train de commenter sa première chanson. Ça, quand vous avez la chance de rencontrer des gens comme ça dans votre vie, vous pouvez, enfin, vous pouvez pas ne pas y penser tout le temps, quoi. C'est des leçons. Un jour, on venait de finir la chanson. Enfin, il venait de finir de me montrer la musique de la chanson. Et pour le remercier, je sais pas quoi dire. Je bredouille. On est autour de son piano aux éditions Breton. Et je lui dis, bah, vous savez, Charles, là, le moment que vous m'avez offert, j'aurais pas osé en rêver. Il me regarde, il me pointe le doigt vers moi comme ça. Il me dit, ne dites jamais ça. Si vous n'osez pas rêver, moi, j'écris pas pour vous. C'est parce que vous osez rêver, que vous allez monter sur scène, que j'écris pour vous. Moi, les gens qui n'osent pas rêver, ils ne m'intéressent pas. Voilà, tout Charles Aznavour est là. Et il a été comme ça jusqu'au bout. C'est vraiment une leçon. Une leçon. En mai 2021, vous sortez l'album J'aimerais, Ouais, composé, réalisé, enregistré en pleine pandémie. ouais. Il y a des titres Vivre, vivre, c'est urgent. Bah oui. Encore plus. Ou J'aime tout le monde, qui est le premier titre extrait. On va pas rester longtemps sur cet album parce que ce que je vous propose, si vous êtes d'accord, c'est qu'on fasse une émission que sur l'album. Vous me comblez, Nelou, mais, Voilà, mais on va faire vous êtes sûr comme qu'on ça. va pas les lasser? Non, non, c'est pas dans cette émission-là, la prochaine. D'accord. Je voulais j'aurais tellement de choses à vous demander. Pourtant, je vous connais bien. Plus que bien. Que dites-vous au petit Frédéric qui a 14 ans, qui vous regarde là? Vous lui dites quoi? Hmm. Fais-toi confiance. Voilà. Fais-toi confiance. C'est ce qui m'a manqué le plus et aujourd'hui, c'est ce que j'aurais envie de lui dire à ce gamin-là. Parmi les chansons que vous avez écrites, est-ce que, à part peut-être cette chanson, mais est-ce qu'il y a une chanson qui vous rend vraiment fier? Vous dites, voilà, La prochaine,
La prochaine chanson, elle me rend fier. C'est une fois que... Non, là, je vous réponds avec une formule parce que vous m'avez un peu ému avec, avec la question d'avant. Il y a un texte dont je suis spécialement... Dans le dernier album, il y a deux textes. Un qui a été mis en musique, bon, bien sûr, et bien au contraire, qui est une chanson qui tient une place très importante dans mon cœur. La vie sur son visage, que j'ai écrite en hommage à Gérard Davoust, dont Yves Duteil a fait la musique. Ça, je suis content de l'avoir écrit. Et puis une chanson qui est un parler-chanter. Je sais que c'est pas évident un parler-chanter. Je sais que dans un album, c'est pas évident, mais j'aimerais. C'est un texte que j'avais envie d'écrire. Et qui sera d'ailleurs le prochain extrait de l'album. Et voilà, il veut pas que j'en parle, mais je vais en parler quand même. Le clip sera fait par Patrick Broudet. Comme ça, je vais lui mettre encore un petit peu plus de pression sur la tête. C'est lui qui fera le clip. Euh, cette émission s'appelle Les chansons de ma vie, est-ce que parmi les chansons de votre vie, il y a une chanson où vous vous dites pourquoi c'est pas moi qui l'ai écrite celle-là? Je me parle jamais comme ça. Il n'y a aucune chanson où vous dites ça, j'aurais voulu écrire ça. Non, je suis content pour le mec qui l'a faite. Non, mais c'est pas, oui, la question n'est pas oui, il y a pas de en termes de jalousie. Non, mais même parce que si je l'ai pas écrite, c'est que je devais pas l'écrire. Mais des chansons qui me bluffent, oui, bien sûr, mais tout Souchon, tout Aznavour, le dernier album de Francis Cabrel, il y a une chanson qui passera peut-être jamais à la radio qui s'appelle les bougies fondues. Le titre est étonnant. Des chansons de Herbert de Herbert Pagani, Yves Duteil. Enfin, oui, bien sûr, il y a des tas de chansons que j'aurais aimé écrire, bien sûr. Vous avez choisi pour la 5e chanson, Ouais. Je me voyais déjà, du grand Charles, une chanson sublime, triste, sur un destin pathétique d'artiste. Ouais. Une histoire vraie. Une histoire vraie. Pourquoi avoir choisi cette chanson? Parce que c'est la chanson qui nous fait tous peur. C'est la chanson qu'on ait envie de devenir artiste et avoir son nom au haut de l'affiche, ou qu'on ait envie de devenir quoi qu'on ait envie de devenir. C'est la chanson qu'on écoute pour se donner du courage. C'est justement tout ça, il faut pas qu'on le vive. Et lui, tout le monde pense qu'il a écrit cette chanson parce que, eu égard à ses débuts difficiles, l'histoire est beaucoup plus pathétique que ça. Bien sûr. Il est à... Il faut la lire jusqu'au bout, il faut l'écouter jusqu'au bout. Mais c'est atroce. Je dis lire parce que les textes de Charles, c'est à tomber par terre. On peut les lire. C'est à tomber par terre. Même si en oubliant la musique, on peut lire ces textes. Et lui, il n'a jamais oublié le mec qui débutait. Et Charles Aznavour, et vous l'avez vu, Nélou, et vous l'avez même pris en photo, et Charles Aznavour, c'est quelqu'un qui pouvait venir au Petit Hébertot, un tout petit théâtre où on est mal assis, où il avait aussi 93 ans ou 92 ans, venir un dimanche soir d'hiver, venir écouter un jeune confrère qui fait son spectacle. Il était capable de ça. Et venir faire le débriefing après. Et venir faire le débriefing. Voilà, là c'est bien, là c'est pas bien. L'accordéon était trop fort. Etc. Ah oui. C'est grand, c'est un débrief. Grandiose. Et je me voyais déjà, en fait, il était déjà connu. Il est à Bruxelles, il cherche un endroit où manger. Ils sont en bande. À l'époque, il le dit lui-même, il aimait bien parfois un petit peu boire. Et donc, le vin coule à flot. Et il y a ce soir-là, dans cette boîte-là, un type qui est pathétique, qui a cette veste bleue un peu délavée et qui reconnaît Charles Aznavour et qui pense que c'est le soir de sa vie. Voilà, que la chance est là et il va le prouver. Et il rivalise de maladresse pendant toute la soirée, il lui dédie des chansons. Charles est de plus en plus gêné. Ses amis autour de la table commencent à rire. Il leur intime l'ordre de s'arrêter de rire parce que c'est pas drôle du tout. Et il rentre très triste à l'hôtel et il se met au piano et il écrit cette chanson en pensant à la vie de ce mec. Charles Aznavour, je me voyais déjà sur Radio J. Frédéric Zeytoun, merci. Nous vous voyons aujourd'hui oui, c'est pour rare, la convenance de la radio. C'est rare, mon Nélou. Dans la vie, nous sommes amis. Pour moi, vous êtes non seulement un artiste de grand talent, vous êtes aussi un exemple pour nous tous. Un exemple de courage, de générosité envers nos frères juifs. Vous allez me faire pleurer, arrêtez. Je suis sur le point de pleurer moi aussi. Non, arrêtez. J'ai tout simplement de l'admiration pour vous. Réciproque, totalement réciproque, Nélou. Et tu sais que je te le dis en privé aussi. Je vous souhaite juste une chose. Continuez de réaliser vos rêves. Nélou, tout à l'heure, vous m'avez dit ça, mais je l'avais écrite. Elle était marquée? C'était marqué. Bah écoutez... Continuez à réaliser vos rêves. À très bientôt, Frédéric. Je voudrais juste te dire un mot. Il y a des médias
qui, quand on essaye d'exister en tant qu'artiste, il y a des médias qui viennent au secours du succès, puis il y a des médias qui sont toujours là, même quand le succès n'est pas là, même dans les plus grands flops, même quand il faut faire gagner des places le soir parce que le théâtre n'est pas plein. Radio J a toujours été là. Vous avez toujours été là, Nedou, et Radio J a toujours été là. Et rien que pour ça, moi, je suis fier de travailler ici. Voilà. Merci. Vous faites des émissions, tous ceux qui écoutent la matinale vous apprécient. Et puis l'émission le soir, j'ai commencé l'émission d'ailleurs, cette émission en citant juste quelques stars que vous avez reçues. Merci pour tout ce que vous apportez à la radio. Merci à vous, Nedou. Bon, et on va dîner maintenant, ça suffit. On va dîner, c'est bon. À très bientôt, Frédéric, et merci. Merci.